Un engin explosif tue une petite fille de 7 ans. La scène se déroule à Kumba, dans la région du sud-ouest. Une explosion de plus qui appelle la population à plus de vigilance. La suite dans un instant. La route nationale numéro 6 est de nouveau circulable. Les engins du ministère des Travaux publics déployés ont pu relier le pont coupé. La circulation rétablie, la population appelle le pouvoir à parachever le bitumage de cette route. 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022, le Cap-Vert corrige le Cameroun sur un score sans appel de 3-1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, nous ouvrons ce journal avec ce fait de société, un engin explosif qui tue une petite fille de 7 ans. La scène se déroule à Kumba, dans la région du sud-ouest du Cameroun. Une explosion de plus qui appelle à la vigilance des populations de cette localité. C'est un récit que nous propose John Peter Nka et Prince Agbor. Elle, c'est Angèle Goum. La fillette de 7 ans a perdu la vie suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé. La scène se déroule à Kumba 2 dans la région du sud-ouest, au quartier Kosala 2. Selon les sources, la petite Angèle frappait un écrou sur un bloc de pierre quand soudainement l'engin a explosé et lui a coupé les 2 mains. L'enfant est transporté d'urgence dans un établissement de santé à Kumba, mais la situation qui continue à s'aggraver oblige les médecins à la référer à Moutenguene pour des soins médicaux supplémentaires. Mais elle n'y arrivera plus en vie car les mains froides de la mort vont l'emporter. L'un des voisins de la famille de la défunte qui a suivi l'explosion raconte. Il y a des explosions. J'ai suivi l'explosion. Je croyais que c'est ma propre bouteille de gaz qui avait explosé. Juste après avoir entendu l'explosion, j'ai regardé dehors, j'ai vu la fumée qui venait de chez le voisin. Je croyais que c'est la fumée qui a troublé l'enfant, mais c'est l'explosion qui l'a plutôt troublé. Une fois la nouvelle répandue, Chamberlain Ntwondong s'est rendu à l'établissement de santé de Kumba où l'enfant a été transporté après la catastrophe. De là, il est allé au site de l'explosion au Sawmill Street à Kosala 2 où il a promis d'aider la famille à retrouver les personnes qui ont placé l'engin à cet endroit. Depuis le début de la crise sociopolitique actuelle dans la région du nord et du sud-ouest du pays, il ne passe plus de semaines sans qu'un engin explosif ne soit découvert. Ceci serait l'apanage des combattants séparatistes pour terroriser les populations. Récemment, un engin explosif improvisé avait été désactivé avec succès par les éléments du 6e bataillon militaire d'intervention rapide pour la région du sud-ouest, après avoir été appelé par la police dans un kiosque à journaux à Kumba. Bien avant, un autre appareil avait été retiré du supermarché d'une station toujours à Kumba. Avec cette multiplicité d'incidents, les populations de Kumba doivent plus que jamais redoubler de vigilance. La route nationale numéro 6 est de nouveau circulable. Les anges appellent le gouvernement à parachever les travaux de cette route. C'est un reportage que nous propose Federico Moutomé et Rostandifo. Ça circule désormais sur la route reliant Babadjou à Bamenda, respectivement dans les régions de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. Coupé à raison des fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du triangle national dans la mi-journée du mercredi 24 mars 2021. Cette route, encore appelée la nationale numéro 6, a très vite été réhabilitée par les engins du ministère des Travaux publics au regard de son importance dans la circulation des hommes et des biens entre ces deux régions du Cameroun. Vous savez que c'est une route très sensible. C'est la route nationale numéro 6, mais en même temps la transafricaine qui va jusqu'à Enugu au Nigeria. Donc, au-delà de l'aspect technique, moi je vois plutôt et avant tout
le côté politique de l'affaire, parce que le président de la République nous invite à l'union, à l'unité des Camerounais. Donc si cette route se coupe, ce serait comme si c'était une rupture voulue. Vous voyez que si l'Ouest se coupe du Nord-Ouest, ça porterait atteinte à l'unité nationale tant prônée par le président de la République. C'est pour ça que hier, nous avons passé toute la journée là-bas jusqu'à la nuit pour établir le trafic. Devenu un calvaire pour les populations depuis le retour des pluies, la route nationale numéro 6, pourtant en chantier depuis des années, a été abandonnée par l'entreprise adjudicataire, CGA Saturn pour la nommer, aux grandes dames des populations et autres usagers de la route. La haute hiérarchie a donné des instructions pour que de tels désagréments n'arrivent plus jamais. Tout est en train d'être fait pour que le trafic soit totalement fluide et qu'on n'assiste plus, n'est-ce pas, à la rupture de cette route, qui est très importante aussi bien dans le rapprochement des populations anglophones et francophones, mais en même temps dans les échanges commerciaux entre le nord-ouest et l'ouest, mais aussi entre le Nigeria et le Cameroun, en passant par le nord-ouest. Et en attendant le bitumage de la route Babadjou-Bamenda, sur laquelle les populations vont et viennent en toute sérénité pour l'instant, en raison des travaux d'urgence, le ministère des Travaux publics a désigné l'entreprise Captesal pour poursuivre et parachever la réhabilitation en bitume de cette route nationale numéro 6. Les autorités administratives de l'arrondissement de Bangem se mobilisent pour barrer la route Covid-19 dans leur unité de commandement, la sensibilisation et la distribution des masques. C'est un reportage que nous proposent Patrick Ngwanyan et Janine Nyonta. Bangem, dans le département du Coupé Mandengouba, en rang de bataille pour barrer la voie au Covid-19. Continuer avec cette sensibilisation. Ceux qui n'ont pas de masque, on va laisser une quantité de masques à votre niveau, leur donner. Celui qui n'a pas de masque ne doit pas entrer en ville. Donc ça va être un contrôle obligatoire. Et j'insiste sur ça. Il faut être... Félix Kanga, sous-préfet de Bangem, sensibilise sans relâche tout en distribuant des masques. Ce sont de mener des sensibilisations permanentes sur le terrain avec l'appui de la mairie, les responsables de maintien de l'ordre ainsi que le chef de district de l'hôpital de Bangem. Les populations sont un peu réticentes face au port de masque, mais nous continuons toujours avec la sensibilisation. Globalement, ils ont des masques dans leur poche, ils ne les portent pas, c'est à l'avis de l'autorité administrative ou des responsables de maintien de l'ordre qui le portent, mais nous continuons toujours avec la sensibilisation. Dans ce même ordre d'idée, nous avons donné des instructions fermes aux éléments dans le barrage avant d'entrer dans la ville où vous devez le porter. À ce jour, le bilan de la riposte semble satisfaisant dans l'arrondissement de Bangem. Depuis que le Covid-19 a commencé ici à Bangem, on a déjà 6 cas, tous les cas guéris, on n'a pas les décès. Donc on fait l'effort de prendre bien soin des gens qui ont le Covid. Donc, on est déjà là dans la deuxième session et c'est vraiment le plus grave. J'ai vu ce qu'ils ont fait, il m'a beaucoup intéressé. Alors pour ceux qui n'avaient pas de port masque, ils l'ont distribué à ceux qui n'en avaient pas et c'est de très bonnes initiatives. C'est ceux qui ne sont pas en train de porter, malheureusement que certains ne portent même pas après leur départ. Mais c'est ceux-là qui peuvent peut-être encore apporter une maladie quelconque. Unis comme un seul homme, Bangem redouble d'ingéniosité et de stratégie pour faire face au virus, malgré quelques brebis galeuses qui traînent la patte. Les autorités du département de l'Anvila ne sont pas en reste dans la lutte contre le coronavirus à travers le lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation et l'importance des mesures barrières. C'est un récit que nous proposent Charles Fils-Elangé et Serge Quignet.
On reviendra certainement sur ce reportage signé Charles Fisselanier. La municipalité de Dimako, dans la région de l'Est du Cameroun, vont debout contre la Covid-19. Le magistrat municipal de la localité, Yves Tonkambu Témé, vient de procéder à la campagne de sensibilisation contre le coronavirus. C'est un reportage que nous propose Patrick Ngouagnan et Babis Yelem. La lutte contre le coronavirus est effective à Dimako, ville cosmopolite et située sur le corridor Douala-Bangui. Il s'est agi pour le maire de cette commune d'intensifier la lutte contre le Covid-19 en sensibilisant les populations sur les mesures barrières. Une descente dans les lieux publics, notamment le grand marché, la gare routière, les débits de boissons, ont permis au maire et à son équipe de désinfecter ces espaces. L'occasion faisant le larron, du matériel de riposte a été remis. On va suivre l'exemple du chef de l'État, il appelle pour barrer la voie au Covid-19 à Dimako. En tout cas, pour la nouvelle dynamique pour le développement de Dimako, il est question de descendre sur le terrain comme vous le voyez et prêcher par l'exemple afin que ce geste que nous menons aujourd'hui soit perpétué par la population et en adoptant tous les autres dispositifs de mesures barrières à côté de ces désinfections, que nous puissions aussi avoir des gens qui portent régulièrement leur masque, qui observent la distanciation sociale et qui évitent des attroupements de plus de 50 personnes. Des mesures drastiques sont prises pour ceux des personnes qui ne respectent pas les mesures barrières. Donc nous avons aussi profité, vous voyez, nous avons observé aussi une recrudescence des moustiques, des rats, ainsi de suite un peu partout. Donc nous avons tenté jumeler à cette campagne, c'est-à-dire la lutte antivectorielle, pour que nous puissions adresser d'un seul coup à la fois la lutte contre le coronavirus, mais aussi ces vecteurs qui nous pourrissent la vie pour que la nouvelle dynamique pour le développement de Dimako puisse se poursuivre dans un cadre sain avec des populations saines et indemnes du coronavirus. Il faut également noter que des initiatives pour le traitement dans les formations sanitaires sont prises avec la mise à disposition des médicaments. L'arrondissement de Dimako en a déjà enregistré, qu'il s'agisse des dépistages faits sur place ou alors des cas ayant été dépistés ailleurs. Il y a eu des cas dans l'arrondissement de Dimako. Mais ces cas ont aussi été pris en charge. Des mesures que les populations apprécient et s'engagent à respecter. Je vois que ce que le maire est en train de faire est une bonne initiative. Et je préfère dire à mes frères, mes coéquipiers, mes amis, de laver les mains à l'aide de l'eau et du savon et de prendre une distance d'un mètre d'écart. Ici, le message est clair, le Covid-19 ne passera pas par Dimako. Petit pays victime de son succès, vu sa force a fait foule, se verra interdit de son spectacle ce week-end à Yaoundé par un communiqué dû au sous-préfet. C'est un reportage que nous propose Charles Fisselanier. Le week-end des vives décibels qu'annonçait le chanteur Petit Pays dans la ville de Yaoundé vient de se gripper par les restrictions gouvernementales liées à la crise sanitaire. Au moment où les fans de la capitale politique s'apprêtaient à vivre le méga concert live du tenant du titre avec les sans-visa, un communiqué du sous-préfet de Yaoundé 1er jouera les troubles faits en interdisant formellement sa tenue dans une salle bien connue de cet arrondissement au quartier Loncac. Le communiqué, qui intervient 24 heures avant le dit spectacle, demande au commandant de brigade du quartier Loncac de veiller à ses recommandations. Pourtant, dans ce magazine qui annonçait dans sa une, ce show tentait de préciser que le concert respecterait les dites mesures. Peut-on véritablement respecter les mesures barrières quand il s'agit de petits pays? Et Fatara Barabi serait-il pris au piège de son succès quand on sait sa force à crier des foules? Rappelons que depuis la résurgence du coronavirus, les autorités ont pris à bras le corps la lutte contre la propagation de ce virus, de la multitude des communiqués tendant à interdire des manifestations et les regroupements de plus de 50 personnes dans des salles. La menace pèse même sur les églises qui ne s'arrimeront pas à cette recommandation. Dommage donc pour les fans du Turbo qui se verront obligés d'observer une distanciation avec leur star, celui. La session parlementaire du mois de mars se poursuit au Palais des Congrès de Yaoundé. Les membres du gouvernement se succèdent devant les députés pour ainsi évaluer l'action gouvernementale. C'est un récit que nous propose Armand Brice Ngomon et Elvis Ngoé. Un hommage rendu au député Prince Mikodi Ange.
le plus jeune député de l'Assemblée nationale, décédé le mercredi 24 mars 2021 en ouverture de cette plénière. Avec les ingrédients à l'origine du succès de la recette, 1h30, un jour régulier, un échange vivant et régulier avec l'exécutif. Première personne sur le perchoir, le député Roger Kododan, qui a l'occasion de mettre le projecteur sur un problème qui pourrait passer inaperçu, celui de la gestion du patrimoine forestier et faunique au Cameroun. Force est de constater, monsieur le Premier ministre, qu'il n'y a pas de justice sociale et d'équité entre les agents chargés de la gestion et de la protection du patrimoine forestier et faunique, ministère des Forêts en caractère, et c'est chargé du gouvernement, ministère des Finances. Les agents des eaux et forêts travaillent dans des conditions très difficiles et ne bénéficient pas de ressources issues de la vente des amendes, de la vente et des amendes des produits forestiers. Le deuxième intervenant n'est autre que le député Dume Peter Amba. L'élu de la nation interpelle le gouvernement sur le problème des manuels scolaires caractérisés par le chaos, la confusion et la corruption au détriment d'une éducation de qualité. Et le Premier ministre saisit le micro pour répondre aux deux questions à lui adresser. Le Fonds spécial de développement forestier est devenu un fonds d'affectation spéciale. Recevant chaque année une subvention de l'État plafonnée à 2 milliards de francs CFA. Celle-ci est insuffisante pour répondre à la densité des activités à réaliser. Au cours du conseil de la cabinet que j'ai présidé le 25 février 2021, j'ai inscrit une réflexion formulée dans le sens de permettre à ce fonds de disposer de ressources financières nécessaires au développement du sous-secteur des forêts et de la faune. Lorsque s'achève la séance de questions au gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yégué Djibril, qui présidait cette séance, remercie le Premier ministre de s'être plié à l'exercice pendant plus d'1 heure. Les autorités du département de l'Anvila ne sont pas en reste dans la lutte contre le coronavirus à travers le lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation et aussi un rappel des mesures barrières. C'est un reportage que nous proposent Charles Fils-Elagné et Serge Kingé. Après la région du Nord, la région du Sud a réussi l'exploit d'occuper le 8e rang parmi les localités les plus touchées par le coronavirus. On comprendra que la sensibilisation des artistes à travers les champs n'aura pas servi à grand-chose. À ce jour, la cité capitale de la région du Sud détient à son compteur 1585 cas confirmés au Covid-19. Le district de santé de Kribi est le plus touché avec 560 cas confirmés, suivi d'Ebolova et de San Minima qui ont enregistré respectivement 311 et 259 cas confirmés. Un fait qui reconfortera les autorités de la région du Sud sur cette campagne de remobilisation face au coronavirus. Pour l'autorité, il est plus qu'important de redoubler de rigueur, surtout face à ce qu'on appelle trivialement le nouveau corona. Surtout au moment où le constat fait état d'un relâchement de population malgré les nombreuses campagnes et stratégies pour éradiquer et freiner la propagation de la maladie. Le coronavirus est de retour et plus virulent que jamais. La région du Sud ne saurait traîner le pas dans cette lutte contre la pandémie, d'où l'exhortation de l'autorité territoriale à marteler sur le respect des mesures barrières connues de tous, notamment la distanciation sociale, le port du masque et le lavage permanent des mains à l'eau coulante. Parlons à présent de sport en sport. Au football, championnat national de première division. La 4e journée se dispute ce week-end. Les enjeux de cette étape avec Moïse Ball dans ce reportage. Une
Une journée qui sera marquée par les affiches alléchantes, à l'instar du néophyte Yafoot de Yaoundé qui reçoit l'un des poids lourds du football camerounais, Bamoutos Football Club de Mbouda, qui a mordu la poussière à la précédente étape. Dragon de Yaoundé sera face à Fovo Club de Baram et Ding Football Club de Lali qui sera aux prises avec l'Union sportive de Douala qui court toujours vers sa première victoire de la saison sportive en cours. Stade Renard 2011, tombeur de Bamoutos Football Club de Mbouda va tenter de confirmer sa bonne santé footballistique devant AS Fortuna de Yaoundé. Avion Football Club de Douala, très mal en point en ce moment, accueille Ndiko Football Club de Ndiko Bandoun et son nouvel entraîneur Bertin Ebelen Dingue. À la sous-poule B, la Colombe d'Undja El Lobo affrontera pour la circonstance la Panthère sportive d'Undé, créditée d'une belle victoire historique face à Coton Sport de Garoua. Le Tonnerre de Yaoundé va en découdre avec Coton Sport de Garoua qui a laissé les plumes à la 3e journée. APG Sedofou, New Star de Douala, Yon Sport Académie de Bamenda, FCAS de Douala. Le match UMS de Loum, Canon Sportif de Yaoundé, a été reporté à une date ultérieure à cause de 15 cas de Covid signalés au sein de UMS de Loum. À l'international, à présent, Patrice Achou, nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il lui a été demandé dans le plus bref délai de former un nouveau gouvernement. Le choix de Patrick Achi n'est pas une surprise. Le franco-ivoirien de 65 ans assurait déjà l'intérim depuis le décès de son prédécesseur. Et comme Ahmed Bakayoko, comme avant lui Amadou Gon Koulibaly, il fait partie du tout premier cercle de Alassane Ouattara. Il avait d'ailleurs largement participé à la conception du programme présidentiel qui a mené à la réélection d'Alassane Ouattara à un 3e mandat en octobre dernier. Patrick Achi est un homme d'expérience. Il a été ministre des infrastructures de Laurent Gbagbo pendant une dizaine d'années. Il a d'ailleurs été renouvelé à ce poste par Alassane Ouattara. Il était depuis 2017 secrétaire général de la présidence. Le nouveau chef de gouvernement présente un profil de technocrate loyal et travailleur. Patrick Achi vient d'ailleurs d'être réélu député dans la région de Lamé, député d'Adzopé, ça se situe dans le centre du pays. Patrick Achi va devoir désormais proposer un nouveau gouvernement à Alassane Ouattara dans les tout prochains jours. Ce nouveau gouvernement devrait être plus resserré que l'ancien. Et puis la nomination de Patrick Achi en tant que Premier ministre en fait un candidat sérieux à la succession d'Alassane Ouattara. Toujours à l'international, à présent, un rapport sur le génocide rwandais qui accuse la France reste attendu. Paris accusé de s'être aligné sur un régime, je cite le rapport de cette commission, un régime raciste, ouvertement raciste et clairement qui était déterminé à exterminer ses ennemis et à commencer par les Tutsis. Donc c'est un rapport en effet qui souligne l'aveuglement idéologique notamment de François Mitterrand, le chef d'État de l'époque, qui est clairement pointé du doigt pour avoir mené une politique de soutien inconditionnel à Juvenal Habyarimana dont il était proche, et on le voit à travers ce que décrit ce rapport, à savoir le fait que beaucoup d'archives liées à François Mitterrand, à son état-major particulier, sont restées hors d'atteinte de ces historiens. Donc il y a vraiment l'empreinte de François Mitterrand directement dans cette politique de soutien, des responsabilités lourdes et accablantes, en effet, comme vous venez de le dire, une responsabilité de la France, mais le rapport affirme tout d'abord qu'il n'est pas une commission juridique, c'est une commission d'historiens, et il écarte donc la notion de complicité de génocide, affirmant notamment que si la France a livré des armes, elle ne l'a pas fait à des moments clés, notamment à l'issue du génocide, pour armer les génocidaires Hutus qui étaient en fuite vers le Zaïre. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre, aujourd'hui ça s'appelle la République démocratique du Congo. Toujours à l'international, nous partons du Rwanda pour le Burkina Faso où le processus de réconciliation est présentement au cœur du débat.
C'est la troisième fois dans son histoire récente que le Burkina Faso met en œuvre un processus de réconciliation nationale. L'objectif de cette rencontre, c'était pour le ministre Zéphirin Diabré de recueillir les doléances et les problématiques des uns et des autres. Près de 400 personnes étaient présentes. Il y avait les familles des victimes du coup d'État de 2015, celles de l'insurrection populaire de 2014 ou encore des affaires plus anciennes comme l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Beaucoup ont critiqué la gestion de leur dossier, des procès qui n'ont toujours pas démarré, des indemnités financières qui tardent à venir. Mais au-delà des critiques, nombreux sont ceux présents ce jour qui ont salué cette réconciliation nationale. Ils y sont favorables, mais avec néanmoins quelques préalables. On nous a écoutés, c'est déjà pas mal, ça sera transmis donc à qui de droit. Ensuite, nous avons dit qu'il faut toujours qu'il y ait la vérité, la justice, la réconciliation et par la suite les dédommagements. C'est essentiel parce que si on arrive à se parler, si on arrive à aller en justice, que les gens reconnaissent donc leur tort, mais nous sommes encore burkinabés, nous pouvons toujours nous pardonner et aller donc à la réconciliation. Cette réconciliation nationale pourrait prendre du temps, a tenu à préciser le ministre, qui doit étudier près de 5 000. L'heure est venue de rendre des comptes pour Facebook, Google et Twitter. Ce jeudi, ils sont confrontés en visioconférence aux élus du Congrès américain et les députés, démocrates comme républicains, ne mâchent pas leurs mots. The power of this technology is awesome and terrifying. And each of you has failed to protect your users and the world from the worst consequence of your creations. Parmi les reproches adressés aux plateformes, la diffusion incontrôlée de mensonges, de théories complotistes ou encore d'appels à la haine. Un épisode a marqué les esprits, les messages dénonçant une supposée fraude électorale, ce qui a conduit à l'insurrection dans le Capitole le 6 janvier dernier. Pour les membres du Congrès, ces plateformes sont devenues dangereuses pour la démocratie, mais leurs dirigeants, soucieux de préserver leur indépendance et leur chiffre d'affaires, voient les événements d'un autre œil. I don't think anyone wants a world where you can only say things that private companies judge to be true. If instead we woke up tomorrow and decided to ask the government to tell us what content to take down or leave up, we may end up with a service that couldn't be used to question the government. Ce n'est pas la première fois que les directeurs des GAFAM sont convoqués par le Congrès. Les démocrates, qui contrôlent désormais les deux chambres, disent en avoir assez des promesses et exigent de véritables mesures pour mettre fin aux fake news en ligne. Côté républicain, certains s'indignent au contraire d'un interventionnisme exacerbé des plateformes, notamment de la part de Facebook et Twitter qui ont supprimé le compte de Donald Trump à cause de ses nombreux mensonges. Nous revenons en sport à présent, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Le Cap-Vert corrige le Cameroun sur un score sans appel de 3-1. Nous reviendrons certainement dessus dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons en compagnie des programmes de la télévision du Monde. Passez une bonne soirée et surtout un excellent week-end. Inspiré par vous. Destination Prestige, cabaret, discothèque La Clé, l'endroit